Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, la menace de mourir de famine plane désormais sur les populations de Maroua, à l'extrême nord Cameroun. Plusieurs cas de malnutrition sont enregistrés suite à l'exportation massive du mil jaune vers le Nigeria. La répartition des dons du chef de l'État Paul Biya aux sinistrés des inondations fait des mécontents dans le littoral. De nombreuses victimes dénoncent une injustice dans la répartition de cette dotation présidentielle. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Les populations de la ville de Douala continuent de ressasser les dégâts des violentes inondations survenues vendredi dernier. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez des clichés saisissants du quotidien désormais bouleversé des habitants de la capitale économique. Et quelle réponse à ces intempéries qui interrogent la politique d'urbanisation? Vous écouterez le ministre de l'administration territoriale dans un instant. Pour le moment, le gouvernement s'emploie à parer au plus précis. D'autres précisions avec Georges Mitterrand, Donald Brice, Kamgan. Même les cahiers, même s'il fallait dire qu'on reprend peut-être... La jeune Jeanne d'Arc est presque étreinte par la détresse. Les inondations de vendredi n'ont eu aucune pitié pour elle et ses nombreux petits frères. Voici les sacs d'habits qu'on n'a même pas encore commencé parce qu'il faut laver d'eau au fur et à mesure avant de retirer d'eau. Oui, à l'intérieur là. Tout est vraiment dans l'eau, les matelas, les habits, même les valises de nouveau-nés qu'on n'a même pas encore utilisées, se sont retrouvés tout dans l'eau, donc on n'a pu rien se regarder. L'eau atteint quasiment 2 mètres d'auteur au salon. Vêtements, fournitures scolaires et appareils électroménagers, tout est mouillé. Jusque dans la chambre, l'eau est allée chercher les enfants endormis. Depuis 3 jours, la dizaine d'occupants de cette maison située au bas-fond du lieu dit bloc I à Bilongué dans le 3e arrondissement squash des lits chez de généreux voisins. On est obligé de se débrouiller. Moi personnellement, je dors chez la voisine d'à côté, tandis que ma maman elle dort de l'autre côté chez sa grande sœur. Et mon petit frère, lui aussi, là, un de ses amis quelque part en haut, là, où il va aussi là-bas dormir. Donc chacun se débrouille de part et d'autre. À Bilongué, ce ne sont plus les lits qui portent les matelas, mais les têtes courroucées par ce cauchemar. Un peu, monsieur, vous voyez, la marée vient, ça moule les matelas, nous sommes dans l'eau. La faute, la voici, cette rivière dite l'eau du quai, qui sort constamment de son lit, encouragée par une forte activité industrielle en amont. C'est la délocalisation de ces populations en zone à risque qui se pose, comme celle de Makepe Musoke à Douala 5e, où s'est rendu le ministre de l'administration territoriale. Pour l'instant, c'est au plus pressé que le gouvernement doit parer. Son Excellence Paul Biya est très attaché aux citoyens qui sont dans une situation de détresse. C'est pour cette raison qu'à chaque fois que le pays connaît des inondations, le chef de l'État dépêche sur le terrain des membres du gouvernement pour porter secours aux populations. Nous avons vu ce qui se passait ici il y a 5 jours. On a vu l'ampleur des inondations. Vous savez, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, père de la nation, est très attaché aux doléances des Camerounais. Les appuis dont parle le MINAT, ce sont des matelas et autres biens de couchage. 200 personnes en ont reçu à Douala 5e. Des appuis prévus également pour les autres communes. Il faut accompagner la population. En ce moment, la population est conçue sur les drains. Et la population jette couramment les ordures dans les drains. À partir de cet instant, vous avez suivi mon discours, et ça freine l'écoulement des eaux. Mais les besoins de Douala 5e, municipalité la plus durement frappée par la montée des eaux, sont importants. D'après les informations tirées à bonne source, ce sont 2000 personnes qui sont affectées dans la commune. Que prévoit faire le gouvernement contre cette inondation? Il s'y prendra progressivement, annonce le MINAT. Et on verra dans quelle mesure, progressivement, n'est-ce pas, les chantiers qu'on va entreprendre pour régler ce problème, on verra comment on peut les commencer en fonction des moyens de l'État. Aller de façon progressive vers le retrait des populations des zones à risque, la construction des drains, une meilleure gestion des déchets ménagers.
Des équations à plus à l'inconnu que l'urgence actuelle ne permet pas de résoudre de façon efficace. Le maire de la ville a été instruit de mûrir la réflexion sur les solutions sur la table afin de les rendre efficientes. Et avant Douala, le ministre de l'administration territoriale a fait escale à Edéa où il a procédé au même rituel de distribution des dons aux sinistrés victimes des inondations survenues dans la ville lumière. Je vous propose d'écouter Paula Tangadi. Vous avez vu l'ampleur des dégâts et je crois que le maire a fait un certain nombre de recommandations. Nous allons transmettre à qui le doigt. Le maire a dit merci au chef de l'État pour cette réaction prompte et ce n'est d'ailleurs pas une surprise parce qu'à chaque fois que les populations étaient sinistrées, le chef de l'État prenait des mesures urgentes. Donc ce qui est très important de retenir, c'est que les populations disent merci au chef de l'État pour cette promptitude. Bien évidemment, nous allons transmettre les doléances aux populations, au chef de l'État et puis au gouvernement. Mais il faudrait déjà retenir, d'après ce que le maire a dit, que les populations doivent également coopérer. Parce que vous voyez, il y en a qui sont dans des quartiers assez sinistrés. Ils ont été indemnisés, mais ils sont encore là. Donc à chaque saison de pluie, ils vont vivre ces drames-là. Donc je crois quand même que le maire a demandé aux populations de coopérer. Nous allons transmettre les doléances au chef de l'État, au chef du gouvernement, ils vont décider de ce qu'il y a lieu de faire. Et au cours de cette opération, des voix se sont élevées pour contester la répartition des dons présidentiels. De nombreuses victimes ont dénoncé une distribution teintée de combine dans le choix des bénéficiaires. Je vous propose de les écouter. Quand nous sommes arrivés hier, on nous a fait comprendre qu'on a pris seulement 13 personnes dans Amour 1 pour remettre les dons. On peut se poser la question que 13 personnes, tous les sinistrés de Simambandé, seulement 13 personnes que toutes les maisons qui sont dans l'eau là, ils vont dormir comment, ils vont faire comment. Remis les matelas aux gens qui ne méritaient pas ça. Parce que quelqu'un, une femme parce qu'elle est bloc, elle est chef de bloc, elle appelle sa soeur du village pour venir prendre les matelas et les riz, or que les vrais sinistrés sont là. Parce qu'ils se disent qu'ils sont les chefs. Pour moi, les dons remis, c'est bien beau de remettre les dons. Mais voici un drain, voici les eaux qui passent là. Il faut drainer les eaux là pour que ça passe. Le matelas qu'on donne, les couvertures qu'on a donné, les seaux, les huiles, c'est bien beau. Mais il y a encore de nombreuses pluies et de graves pluies qui arrivent. Les mêmes matelas qu'on a donnés, les mêmes matelas vont encore se mouiller. Et les huiles qu'on a données, ça va servir à quoi? Donc il faut drainer, il faut faire venir les autorités ici là pour voir le drain ici, il faut drainer les eaux jusqu'à là-bas. Voilà toute une cité qui a été immergée par de l'eau. Ils n'ont pas les bénéficiaires, ils n'ont rien eu. Mais ceux qui n'ont pas été sinistrés ont eu les couvertures et les matelas. Voilà une cité perdue là. Personne n'a rien eu à cause de ce drain. Donc il faut drainer les eaux. Je pense que c'est ce qu'il faut faire ici là. Les matelas remis là, c'est bien beau. Mais il y a encore des pluies en route. Il faut drainer. C'est ce qu'il faut faire là maintenant. Et dans la région du Sud, l'océan Atlantique menace de faire disparaître la route nationale numéro 7 qui dessert la cité balnéaire de Kribi. Des vagues géantes déferlant sur la côte ont usé progressivement la terre ferme le long du trajet. Joseph Abena nous en dit un peu plus. C'est une situation dramatique que vit la cité balnéaire de Kribi. Avec l'arrivée des fortes pluies, la mer fait de plus en plus pression sur le continent, mais également cette action anthropique qui finit par fragiliser la côte. Bon, mais il faut dire que c'est une situation très inquiétante dans la mesure où elle met en difficulté et en danger même nos populations, surtout celles qui se trouvent logées face à la mer et même ceux qui essaient d'exploiter au niveau avant le lycée, au niveau du débarcadère. C'est quand même de nos populations qui se battent à ce niveau. Vous êtes sans ignorer que depuis quelques jours, la mer, comme vous le dites, fait des avancées très inquiétantes. Et il nous a été rapporté qu'elle a même traversé la route. Vous avez vu l'autre côté, c'est les pirogues qui se trouvaient en bordure, surtout de l'autre côté du débarcadère. Vous comprenez que ça devient une situation très compliquée. La conséquence de ces actions, c'est cette route nationale numéro 7 qui est désormais menacée. Et les beaux plages restent juste de l'histoire. Ça fait 40 ans de Kribi, il faut l'avouer. La plage était très loin de nous.
Je peux dire qu'on était à près d'1 kilomètre de la plage et nous voyons la plage de loin. Aujourd'hui, la plage est sous nos portes. Ça fait que la mer avance et avance considérablement. Ça fait peur. Je crois que les autorités sont en train de prendre disposition pour que quelque chose soit fait. Nous avons vu déjà qu'ils ont mis des plats pour qu'on cesse d'enlever du sable dans la mer pour que la mer puisse conserver un tout petit peu de protection. Pourtant, cette dégradation environnementale avait été prévenue il y a plusieurs années par la mission d'études et de l'aménagement de l'océan. Depuis plus de 4 ans, nous avons procédé à des relevés avec la participation des étudiants de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi. On a procédé à des relevés d'une thème, c'est-à-dire à Campo, de Campo jusqu'à la limite de la côte de Kribi. Et nous avons constaté le retrait du trait de côte. Ce phénomène s'accentuait. Et nous avons également attiré l'attention de notre tutelle technique à ce sujet. Nous avons sollicité pour mieux vérifier, avoir les chiffres et les données exactes. Nous souhaitions mettre des caméras à certaines plages. L'époque où la mer était à des kilomètres des plages est un lointain souvenir. Aujourd'hui, si rien n'est fait, la ville balnéaire de Kribi ne sera plus la ville la plus belle du Cameroun. Les vagues auront détruit tout à leur passage, y compris la nationale numéro 7, ainsi que d'autres infrastructures touristiques de cette cité. Sur les berges de l'océan Atlantique, à Kribi, pour Equinox, Joseph Abenabena. Et les populations du village Tondé à PK28 sont en colère. Elles sont descendues dans les rues pour manifester contre le déguerpissement de leurs terres par un particulier. Cette dernière entend réaliser des projets d'envergure dans ce village, ce qui irrite les riverains. D'autres précisions avec Innocent Abega et Kedjara. Les populations du village Tondé Carrefour, à PK28, sont en rogne et crient à l'expropriation de leurs terres. Nous avons fui toute la ville pour venir nous installer ici. Alors si maintenant on nous fait partir d'ici, c'est pour aller nous installer où? Si c'est le gouvernement qui nous enlève, nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous disons au gouvernement de venir, même pas nous consulter, mais de venir nous dire que nous vous enlevons ici. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça, tout d'un coup arracher nos terrains comme ça. Nous ne voulons pas la guerre. Voilà pourquoi nous interpellons l'État pour venir encore. Voici encore un autre problème qui peut m'amener des gens à la révolte. Et c'est ce que nous ne voulons pas. À l'origine de cette manifestation pacifique, un projet de construction de maisons de repos pour personnes âgées qui menacent dangereusement de les laisser à la rue. Cette femme, nous ne savons pas là d'où elle vient. Elle est ici, ça fait 11 ans. Et elle veut s'emparer de tous les terres. Elle parle d'une concession que l'État lui a donnée. D'autre part, elle nous dit qu'elle fait partie de l'Église catholique, les sœurs de l'oratoire. De l'autre côté, elle nous fait parler des constructions des personnes âgées. Et aujourd'hui, on nous fait comprendre que c'est le DUP, donc c'est le domaine de l'utilité publique. Il s'agit de terres régulièrement occupées et entretenues par des riverains qui affirment avoir commencé à les occuper au début des années 68, il y a exactement 52 ans. Nous avons mis en valeur ces terres. Il y a des mises en valeur probantes, c'est-à-dire les palmiers et autres arbres fruitiers qu'on peut découvrir. Les autorités en sont conscientes. Alors dit que lorsque on demande une concession, il faut qu'on sache s'il n'y a pas de mise en valeur ou s'il n'y a pas de titres fonciers sur cette parcelle. Dès lors qu'il y a des titres fonciers, des mises en valeur, on ne peut pas avoir de concession possible. Les populations du village Tondé Carrefour en appellent à l'intervention du président de la République.
L'histoire fait grand bruit dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Un adolescent a été battu à mort par son voisin qui l'accuse d'avoir volé son téléphone portable. L'enfant est décédé bien avant même le début des soins médicaux. Curiosité dans l'affaire, le géniteur du petit Dylan a été également arrêté. La famille du défunt crie à l'injustice. C'est une enquête que signe Cédric Chouna, Kemazou Mathilda et Donald Brice Kamgan. Le regard hagard, l'air absent, Viviane Kadjichokonte espère voir revenir Ludovic Stéphane Djomini. Mais elle ne le reverra plus jamais. Son deuxième fils est décédé le 3 août dernier après avoir été battu par un voisin. Dylan était mes pieds, mes mains. Dans la séparation, comme ça, c'est parce que je peux vous dire. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Ah, Dylan! Que s'est-il passé? De sources concordantes, le petit Ludovic, connu également sous le prénom de Dylan, 13 ans, s'adonnait à une partie de football lorsqu'il a été interpellé par un voisin que nous appellerons Ismaël. Courroucé après avoir découvert son téléphone portable qu'il cherchait depuis plus d'un mois aux mains d'un ami de Dylan, Ismaël s'en prend au gamin, accusé d'avoir volé l'outil technologique et envoie de le vendre. Je remarque que le téléphone, c'est ça, c'est mon téléphone. Il a demandé à celui qui maintenait le téléphone en ce moment. Personne n'a dit que c'est pas pour moi, donc on a appelé le propriétaire Dylan en question. Il est venu, il a dit que bon, le téléphone, il a expliqué que Carlos avait envoyé dans la chambre avant qu'il a vu le téléphone et prendre. Puisque le matin, il était là, il jouait. Il a même aidé à faire le déménagement à ce monsieur qui est parti d'ici. Il jouait au ballon, il retirait son sable ici dans la rigole. Battu et mal en point, Dylan sera transporté au centre médical d'arrondissement de Kotor, quartier où se déroule le drame. Le patient étant dans un état critique, le CMA de Kotor le référera à l'hôpital d'Akentini, où il mourra avant même le début des soins. Ismaël, le mis en cause, a été arrêté. Coup de tonnerre, le papa du défunt, Dylan, lui aussi a été interpellé. Au moment où nous achevons ce reportage, il vient de passer près d'une semaine de garde à vue dans les services de la police. Ils ont voulu que j'accepte que moi-même j'ai tapé sur l'enfant. Il faut que j'accepte. Ils disaient simplement que tu es en train de nous compliquer la situation, tu es en train de nous compliquer l'enquête. Il faut accepter. J'ai dit que non, je ne peux pas accepter que j'ai tapé sur mon fils. Là-bas, on a demandé une caution. On a demandé une caution. Donc, ils m'ont fait, quand je suis arrivé dehors, ils m'ont fait comprendre qu'on a mis une caution de 150 000. Et on a pris les gens pour signer pour ma décharge. Oui, donc, pourquoi pas d'avoir enterré l'enfant. Et puis, ils cherchent un avocat qui doit suivre l'enquête. Il a donc été libéré provisoirement pour l'instant, le temps d'unimer son fils. Désemparé, la famille a déposé une plainte pour torture et meurtre au commissariat de sécurité publique du 12e arrondissement à Bonamoussadi. L'élève admis en classe de 4e au collège Canaris n'accomplira pas son rêve de devenir électricien. L'enquête sur le décès controversé du jeune Dylan est pendante devant la division régionale de la police judiciaire du littoral à Bonadjo. Les mines crispées, les amis du collégien peinent à retrouver le goût du jeu depuis la brutale disparition de leur compagnon le 3 août. Les populations de Maroua à l'extrême nord Cameroun menacées de famine face à l'inflation sur le prix du mil. Plusieurs cas de malnutrition sont enregistrés suite à l'exploitation massive de cette denrée alimentaire vers le Nigeria. Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. En l'espace de 5 mois, le prix du mil est passé du simple au double dans la région de l'extrême nord Cameroun. Aliment le plus consommé dans cette partie du pays, le sac de mil jaune qui coûtait 9 000 francs vaut désormais 22 500 francs CFA sur les marchés. Dans certaines zones-là, un sac de mil à la récolte coûtait 6 000, 7 000. Actuellement, c'est 22 000. Je prends l'exemple du maïs. Un sac de maïs, maintenant, là, c'est 22 500. Vous voyez, c'est difficile pour
un père de famille. Donc c'est pourquoi la famille est entrée partout, mais on n'arrive plus à se nourrir. Dans la ville de Maroua, les ménagères n'en peuvent plus. Elles aussi, dépassées par cette hausse vertigineuse du prix du mil jaune qui impacte sur sa vente au détail. La tasse de mil jaune vend à 300. La tasse de mil rouge vend à 200. C'est pour cela qu'on préfère de manger le mil rouge, parce qu'on ne dispose pas de moyens. Maintenant, c'est la famille qui se dessine à Maroua. Et sur cette inflation devenue incontrôlable, producteurs et populations de l'extrême nord Cameroun accusent les commerçants étrangers qui lèvent les enchères sur le marché, achetant à prix d'or l'essentiel de la production locale de mil jaune. Au moment de la récolte, c'était à 10 000 francs, le sac de 100 kilos. Mais les gens de Mokolo viennent avec l'argent, ils achètent, ils ramènent ça directement au Nigeria. Donc c'est ça qui cause la famine. On a soumis les problèmes aux autorités, mais les autorités n'ont pas réagi. Le gouvernement est en partie responsable parce que nous avons libéralisé le commerce. On ne peut pas interdire. Ouais, maintenant, chacun peut mettre son prix comme il veut. Le gouvernement n'a plus le contrôle sur le prix. Se contentant des miettes de mil jaune presque hors de prix dans les marchés, les ménages se ruent sur le mil rouge, un produit de seconde zone dans la consommation céréalière, un aliment 2 fois moins nutritif pour les enfants. Nous, on vivrait comment? On vivrait comme les moutons. On vivrait maintenant comme les moutons parce que les enfants n'arrivent même pas à manger bien. Quand on dit que c'est les palus, ce n'est pas les palus. Chez nous, ce n'est pas les palus. D'abord, c'est des menaces parce que les enfants ne se nourrissent mal. Tout de là, on parlait de ça chaque fois. Les autorités n'arrivent même pas à résoudre ces problèmes. Nourris au mil rouge depuis des mois, des milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition. Le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter dans les formations sanitaires de la région. Si ceci encore amène de certaines complications à certains enfants qui ne sont pas habitués à manger du mil rouge, donc ils développent d'indigestion, de diarrhée, de constipation, ce qui est en train d'amener des enfants à l'hôpital à cause du changement du repas. Et face à une exportation sauvage d'un mil jaune riche en éléments nutritifs et vitamines nécessaires à la croissance des enfants, l'extrême nord redoute une famine généralisée qui pourrait décimer les populations de cette partie du Cameroun. Non, la famine se dessine parce que même le climat ne nous permet pas. Jusqu'à présent, il ne pleut pas ici. Vous voyez que les prix vont continuer à grimper parce qu'il ne pleut pas. Et si l'État ne fait pas quelque chose pour ça, ça va aller plus que ça. Ça, c'est clair là-dessus. Pour combattre la surenchère autour de la commercialisation frauduleuse du mil jaune, la délégation du commerce pour l'extrême nord a pu faire ce qu'elle peut. Hélas, le phénomène persiste. La difficulté que nous avons observée lorsque nous tentions de mettre hors d'état de nuit les Nigérians qui procédaient à des achats massifs, c'est qu'ils ont des interfaces camerounais. Et la difficulté, c'est que généralement, ils n'avouent pas leur filiation avec ces Nigérians. Alors, nous sommes obligés de procéder à des enquêtes avec le concours des forces de maintien de l'ordre et autres. Inquiets désormais pour leur survie, pour les jours à venir, les populations de l'extrême nord Cameroun appellent le gouvernement de Paul Biya à accorder des subventions aux agriculteurs en vue de garantir une production à grande échelle du mil jaune dans toute la région. On fait des tracteurs, les tracteurs restent au niveau de Yaoundé. Est-ce qu'à Yaoundé peut nourrir le Cameroun? On dit agriculture de seconde génération. Et quand on continue à labourer avec les charrues, les bœufs, là, on va atteindre la seconde génération. Comment? Du moins sur les tendances inflationnistes autour du mil jaune dans l'extrême nord Cameroun, les populations tiennent pour principaux responsables les autorités administratives véreuses et clientélistes qui laissent la loi du marché imposer la famine et la misère aux populations qui mangent désormais une fois par jour au lieu de 3 repas journaliers, comme ce fut encore le cas dans un passé récent. À présent, sur votre petit écran, les images de cet hôte de marque reçu ce jour au Palais de l'Unité à Yaoundé. Thierry Roth, conseiller spécial du président Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, a échangé avec le président de la République Paul Biya sur les questions de sécurité, de santé et de bonne gouvernance. Autre sujet d'actualité dans ce journal, de nouveaux officiers magistrats dans les parquets des tribunaux militaires au Cameroun. Nommés par décret présidentiel le 7 août dernier, ils ont prêté serment au cours d'une audience solennelle tenue au tribunal militaire de Yaoundé.
La présidente rappelle aux 9 magistrats militaires que s'ils sont des juges, ils ne sont pas des dieux avec des droits de vie et de mort sur les justiciables. Le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Aïk Cyril. En présence des généraux de division, chefs d'état-major de l'armée de terre et commandants des écoles et centres d'instruction des armées, se déroule au tribunal militaire de Yaoundé l'audience solennelle de prestation de serment des officiers magistrats nommés dans les parquets des tribunaux militaires de la République du Cameroun. Je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de magistrat. De rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple camerounais. Sans crainte ni faveur, ni rancune, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout, partout et toujours, en digne et loyal magistrat. Après les réquisitions du commissaire du gouvernement, le serment est reçu par la présidente du tribunal militaire de Yaoundé. Le colonel Eko Abenambezoa rappelle aux nouveaux magistrats militaires qu'ils sont certes des juges, mais pas des dieux avec droit de vie et de mort sur les justiciables. Vous êtes des magistrats, mais vous n'êtes pas des dieux. Si nous vous êtes donné le pouvoir de juger, de sanctionner, de disposer de par la loi, de la liberté et peut-être de la vie des humains, sachez que, comme vous sera demandé à l'issue de tout ce que vous avez fait, vous avez prêté seulement aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes. Sachez donc que si vous échappez à la justice des hommes, vous n'échapperez pas à la justice de Dieu. Alors, soyez humbles dans l'exercice de vos fonctions. L'audience solennelle de prestation de serment est l'occasion pour le commissaire du gouvernement de lever l'équivoque sur la compétence du tribunal militaire à juger des civils. L'État du Cameroun a opté pour cette possibilité de voir les civils en train d'être attraits devant les juridictions militaires. La seule condition ou les quelques conditions étant d'abord l'impartialité de la juridiction, l'indépendance de la juridiction, la compétence des magistrats qui sont appelés à officier. Et relativement à cette compétence-là, devant les juridictions militaires, il y a beaucoup de magistrats de l'ordre judiciaire, donc qui sont formés dans la même enceinte que les magistrats militaires du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature. Cette osmose entre les magistrats civils et les magistrats militaires permet, n'est-ce pas, de rendre compte, n'est-ce pas, de cette exigence qu'a toujours sollicité les Nations Unies par rapport à la possibilité d'avoir un procès équitable devant les juridictions militaires. Ce sont au total 9 officiers magistrats, dont 2 capitaines, 6 lieutenants et un enseigne de vaisseau de première classe nommés et affectés dans les parquets des tribunaux militaires de Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Bouéa, Garoua et Maroua. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, retrouvez Serge Alain autour pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà un seul titre, Julien Berthe Bissaï, battu à mort dans le 5e arrondissement de Douala pour avoir, peut-être, volé un téléphone. Un enfant battu à mort pour une affaire de téléphone portable. Le petit Dylan est accusé d'avoir volé cet outil technologique par son voisin. Grosse curiosité dans cette affaire, c'est plutôt le géniteur du petit Dylan qui a été interpellé par les forces de maintien de l'ordre et sommé de payer une caution de 150 000 francs CFA. Et vous l'avez suivi dans le reportage de Donald Brice Kamgan, le petit Dylan ne réalisera malheureusement pas son rêve de devenir un électricien. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel d'Equinox Soir. Deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.